Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos réactions qui m'ont très agréablement surprise par rapport à ma vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de torréfaction. Enfin, je vous parlais. Mes invités vous parlaient de torréfaction. C'est vrai que c'est des sujets, moi, qui me tiennent à cœur de vous faire découvrir autre chose, lié toujours à notre mode de consommation, avec de l'artisanat, du savoir-faire, etc. Mais c'est vrai aussi qu'on va appeler ça des sujets un petit peu casse-gueule, parce que finalement, si vous vous intéressez pas à la base à ce sujet, vous pouvez facilement zapper, vous dire bon, pouf, au lieu de le regarder. Et pourtant, vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo et à l'apprécier malgré potentiellement un désintérêt pour le monde du café. Idem pour la dernière fois où j'avais fait ma vidéo sur la distillation d'alcool à Paris. Bon, bah, ça fait plaisir, je tenais vraiment à vous le dire, et je vais continuer à chercher des petits sujets un peu de niche, des trucs un peu pointus, où on peut du coup découvrir des univers, découvrir des métiers, découvrir des passions. C'est aussi ça l'idée du partage et de la connaissance. Donc, on continue comme ça. Mais aujourd'hui, enfin, sur la semaine, je vais avoir un autre sujet avec un invité et une interview. Donc ne perdons pas de temps, allons-y tout de suite. Bon, il y a quelques semaines, je vous présentais une nouveauté de la fromagerie vegan Vegils, comme vous voulez, qui présentait des bûchettes et bûchettes cendrées, donc un simili fromage de chèvre absolument délicieux, bluffant, et j'étais sous le charme. Je reste sous le charme. Et entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi J&Joy qui avait sorti une bûchette que je n'ai pas goûtée et que je n'ai jamais vue, très peu de temps avant leur problème. Donc bon, c'est un produit qui a existé. Et, surprise, cette semaine, il y a les nouveaux affineurs qui ont annoncé qu'ils sortaient leur bûche. Donc, j'ai l'impression qu'on est sur une nouvelle tendance de fromage végétal. Bon, et bien sûr, les nouveaux affineurs, ils m'ont envoyé leur nouveauté, comme toujours, et je l'ai entre les mains, en exclusivité. Voilà. Donc, on est sur un petit fromage de 100 grammes. Effectivement, alors, la bûche n'est pas bien ronde, elle a un côté un peu ovale, moi ça me va très bien. Et bon, bah voilà, hein, je suppose qu'on est sur une bûche façon chèvre. Je suppose. En termes de composition, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, donc, on a de la noix de cajou, je sais, ça va en désoler encore beaucoup d'entre vous, mais c'est la base. Et du lait de coco. Bon, sel, ferment, voilà. Du lait de coco. Ouais, c'est intéressant. J'ai du mal à imaginer le résultat. Donc si ça se trouve, on va pas sur un goût chèvre. Bon, réponse dans un instant. Allez, déshabillage, révélation. Bon, d'accord. Visiblement, c'est bien ce à quoi je m'attends. Oh, superbe. On a vraiment une très jolie croûte dufteuse. En même temps, les nouveaux affineurs, ils savent faire hein, quand même. Hein. Voilà. L'odeur révèle pas grand-chose. C'est peut-être à la découpe que ça va se passer. Alors, voyons ça. C'est assez ferme. Ah oui, on voit bien un différentiel. Joli. Vous voyez, hein. On a une pâte qui est une belle couleur. On voit qu'elle est bien lisse. Donc elle a une densité. Alors cela dit, hein, sous le doigt, il y a du rebond. C'est pas un truc dur. Ça a l'air un peu crémeux à cœur. On va le savoir. La croûte elle-même me paraît, dans son développement, un petit peu épaisse. Mais bon, je chipote. Ok. On est effectivement sur des notes un peu fromage de chèvre. Alors quand je dis un peu, c'est identifiable comme ça, je pense pas à l'aveugle. Vous donnez ça à quelqu'un, vous ne dites rien. Il va dire, ah oui, c'est un chèvre. Mais alors lequel? Voilà.
C'est vrai que le fromage de chèvre, généralement, la bûchette, elle est très 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 blanche. Là, on a une pâte qui est un peu plus beige. Et en goût, on n'a pas le côté frais d'un fromage de chèvre en bûchette de ce style. Et là, il n'y a pas une amertume finale assez franche. C'est tout en douceur. Donc j'ai une note fromage de chèvre dans l'ensemble, mais très douce, très délicate. Et c'est très bon, hein. Franchement, je ne vais pas dire oh, c'est décevant. Non, non. Ne vous attendez pas à un chèvre de caractère. Si je dois comparer à ce que j'ai goûté en premier lieu, Vegiles, ça avait un peu plus de punch en termes de parfum. Et la texture était légèrement plus sèche. Légèrement. Donc, c'est pas le même fromage. Très bien. Heureusement, c'est pas des clones, ce que je préfère. Il y aurait les deux sur le même plateau, je me dirais pas, oh, c'est bizarre. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous aimez bien le goût du fromage de chèvre, mais pas forcément sa puissance, peut-être que les nouveaux affineurs, ça s'adressera beaucoup plus à vous. En tout cas, l'épaisseur de la croûte aussi, je l'ai trouvée un peu trop présente au niveau de la mâche, même si j'aime bien ce jeu de texture, le contraste entre le crémeux du cœur de cette pâte qui est assez fondante et la résistance sur la croûte, bah, c'est sympa en bouche. Ça fait travailler. Ouais, un petit peu épaisse, donc ça c'est voilà. Mais en même temps, doucement. C'est leur premier jet, c'est sorti là, maintenant, regardez cette vidéo, ça fait quoi? Ça fait une semaine que c'est sorti. On peut leur laisser le temps de se perfectionner. En tout cas, c'est réussi. Je pinaille sur les détails, mais parce que c'est mon boulot de pinailler. Mais c'est réussi. J'ai trouvé ça vraiment bon au goût. La texture est agréable. Le format est pratique. Visuellement, ça fait la blague. Et le plaisir est au rendez-vous. Donc, super, un nouveau produit, des nouveaux affineurs, on ne peut que se réjouir vu que la qualité est bien là. Eh bien les amis, je suis de retour chez Gangnam Falafel, un restaurant fusion libano-coréen, très improbable, et pourtant, souvenez-vous, j'en ai déjà parlé, ça fonctionne à merveille. Et on a vraiment la typicité de deux univers culinaires qui se rencontrent. Et je trouve ça assez bluffant. Et alors si je suis à nouveau là, c'est pas juste pour mon propre plaisir, bien que, c'est que maintenant, il y a un menu du soir qui est proposé. Donc là, on va le tester un petit peu en exclusivité. Et il y a maintenant une salle. Donc si vous avez déjà mis les pieds chez Gangnam Falafel, vous le savez, dans le restaurant principal, il n'y a pas d'espace. C'est soit emporté, soit sur la petite terrasse. Et bien maintenant, juste à 2 numéros à côté, il y a un espace dédié à la restauration où on peut s'installer. Donc voilà, il faut passer par la rue, mais qu'importe, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'on va pouvoir se poser à l'intérieur. Alors le menu, le voici. Alors c'est en complément de ce qu'il y a aussi déjà à la carte, hein. Et ça, c'est que pour le soir, sachez-le. Donc un peu de lecture. Nous avons le vegan kefta. Donc là, on est plus sur l'école libanaise, mais il y a des subtilités. Donc on a une viande végétale avec du riz, du kimchi, du samjang. Ça, le samjang, vous en avez déjà parlé, c'est une pâte de haricots fermentés, c'est un truc typique coréen. Le gamja jorim, je ne sais pas ce que c'est par contre, voilà. Ah si, entre parenthèses marqué, des morceaux de pommes de terre qui sont mijotés dans une sauce sucrée salée. Et menthe, salade sucrine rouge, endive, extra, sucré salé. Ça, c'est le vegan kefta. Et le deuxième plat du soir, c'est le black curry bowl. Donc là encore, on a une viande végétale, mozzarella vegan, curry de haricots noirs, des pommes de terre, chou blanc, riz nature, kimchi, et à nouveau les pommes de terre qui sont mijotées dans la sauce. Bref, ça s'annonce bien. Et je connais pas ces plats. Donc, je risque d'être surpris.
Comme je suis avec Laura, on va prendre un de chaque. On va pouvoir goûter et échanger. Bon, on commence en beauté avec un grand classique du lieu, le hummus kimchi avec ces nachos faits avec le pain qui est frit. C'est le genre de truc, mieux vaut le partager parce que hein, c'est nourrissant. Mais c'est très bon. Allez, c'est pour vous. Hein. Il faut bien retester pour faire le contrôle qualité. Du hummus avec du kimchi. Sérieusement. Bien, c'est le moment de vérité. Donc, moi, je vais commencer par le vegan kefta, qui se mange avec la sauce samjang dans la salade. Alors, on nous a expliqué comment ça se mange. Je l'ai déjà vu dans des vidéos, j'ai déjà vu dans des séries coréennes comment on fait, donc ça va. Je pense que je ne serai pas trop perdu. L'idée, c'est de prendre la salade, mettre la sauce, mettre un petit morceau de la boulette de viande, donc là, le kefta, et on déguste comme ça. Donc c'est parti, j'ai ma feuille de salade, je prends ma sauce samjang, voilà, je badigeonne à l'intérieur, je prends un morceau de la kefta vegan, hop, je mets dedans, et maintenant je l'emmaillote, voilà, et je mange. Monsieur que c'est bon. Je passe à présent à la version sur endive. On voit un peu la différence. Donc, samjang, hop, bam, kefta, bam, bam. Oh. C'est bon. Alors, goûtons ce gamja jorim. Ouais. Oui, bon, bah voilà, hein. Je pense que je peux. Alors j'aime bien parce que la pomme de terre, elle est avec sa peau, donc ça donne une petite texture en plus. La pomme de terre est bien cuite, mais elle reste ferme. Et la sauce, alors sucré-salé, oui, mais pas à l'excès. Ça va, c'est pas trop sucré. Et enfin, c'est l'heure du kimchi. Bah oui, ça, c'est mon péché mignon, j'adore ça. Oh, il est magnifique. Juste équilibré comme il faut, avec un goût très profond, bien pimenté. Le chou est bien croquant. Et ben voilà, on est bien. Bon, pendant ce temps, Laura, elle a quand même attaqué le Black Curry Bowl. Et elle m'a dit, ça arrache. Hein, c'est bien pimenté. C'est un curry. Et les currys asiatiques, généralement, sont très relevés. Et faut le savoir. Donc là, on est effectivement sur un curry qui est plutôt sombre au niveau de sa teinte, mais qui est recouvert donc d'une croquette de falafel avec de la mozzarella fondue végétale, bien sûr, sur du riz. Donc voilà, je suis curieux. Je vais commencer déjà par la base, le curry noir. Ah, c'est atypique. Hein. C'est assez puissant. Il y a effectivement de la rondeur hein, quand on parle de cuisine un peu sucrée-salée chez les Coréens. Ça se retrouve assez souvent. Il y a beaucoup de rondeur, mais c'est pas du sirop loin là, hein, sinon je pourrais pas le manger. Bon, le piment, bon, enfin, vous savez. Hein. C'est très très bon. Et maintenant, on va passer à l'autre partie. Le riz, falafel, mozza. Allez, j'ai tout. Pas mal. On est sur des associations de saveurs dont j'ai pas forcément l'habitude, mais justement, je suis là pour me faire surprendre. Et c'est réussi parce que, honnêtement,
Euh, le falafel est vraiment très très bon, et ça se marie bien avec la mozza végétale. Ça donne un côté crémeux, un peu gras, gourmand. En plus, c'est donc une dimension qui n'est pas habituelle avec le falafel. Le riz aussi, mais c'est légèrement imprégné de la sauce du curry. Donc c'est intéressant. Et les quatre éléments ensemble, bah, ça recrée quelque chose. Et c'est vraiment délicieux. C'est unique en son genre. Je suis plutôt content pour avoir l'opportunité de goûter quelque chose comme ça. Parce que, honnêtement, à la lecture sur le papier, je ne me serais pas dit ah ouais, ça doit être vraiment génial. Je suis toujours curieux, ouvert d'esprit. Mais je sais qu'ici, il y a des choses qui sont très bonnes et j'aurais peut-être instinctivement pris ce que je préférais plutôt que ce plat, ce qui aurait été une erreur parce que c'est très très bon. En fait, le black curry, je trouve qu'en bouche, c'est beaucoup plus une note poivrée profonde qu'un goût de piment. Il y a une vraie chauffe, c'est vrai, mais c'est pas pimenté en fait. Enfin, selon moi. Faudrait que je m'en renseigne. En tout cas, on a tout mangé. C'était délicieux, original, du jamais mangé, donc plutôt sympa comme découverte. Et alors, si je devais me prononcer sur une préférence entre les deux plats, eh bien, je vais avoir du mal à faire un choix. Parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers. Le curry avec le falafel, la mozza, c'est quelque chose de surprenant, de vraiment... ouais, enfin, je me répète, mais c'est du jamais mangé, donc je ne vois même pas comment vous faire un comparatif. Et j'ai vraiment apprécié cette expérience. Le samjang avec kefta vegan, c'est plus tradit, mais avec cette note orientale quand même. Et ça aussi, c'est très bon, c'est très très bon. Et encore une fois, l'association des saveurs fonctionne merveilleusement bien. Donc voilà, je suis encore enchanté par Gangnam Falafel. Conclusion de ce petit dîner. Bon, bah, vous l'avez compris, on est enchanté, on est séduit, ça nous a plu, il n'y a pas de fausses notes, tout va bien. Voilà, il n'y a plus qu'à venir. Donc, rappelez-vous, hein, ce n'est disponible que le soir. Le midi, c'est la carte que vous connaissez peut-être déjà, sans plus. Là, c'est la carte que vous connaissez déjà, plus ces deux plats exclusifs pour la night. Voilà, c'est tout. Bon, comme chaque semaine, je vais vous présenter le truc auquel j'ai accroché comme série ou film. Et là, c'est sur Apple TV+, que ça se passe, et c'est une série qui s'appelle Extrapolation. Ça se passe en une saison, 8 épisodes, et je vous le dis tout de suite, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant comme série, puisque le thème, c'est le réchauffement climatique et ses incidences sur notre monde. Et chaque épisode se déroule à différentes années dans le futur, avec les conséquences des actes, etc., etc. Avec différents courants, différentes pensées, où on voit clairement qu'il y a des gens qui se disent que ce sont des opportunités financières, qui est la fonte des glaces, par exemple, pour récupérer des minerais rares, inaccessibles, et puis ceux qui se battent pour un réchauffement climatique limité, et etc. etc. Enfin, c'est un miroir de notre situation actuelle, mais extrapolé. Extrapolation, ça porte bien son nom. Alors, il y a du beau monde, hein. On a, genre, actrice Meryl Streep, Edward Norton, j'en oublie, hein, parce que il y a beaucoup de monde, des visages que j'ai déjà vus quelque part, mais bon, j'ai pas forcément les noms en tête. Une très belle réalisation. Alors, si vous êtes du genre éco-anxieux, c'est certainement pas à regarder. Euh, voilà. Maintenant, je trouve que c'est intéressant parce que dans pas mal des histoires qui se recoupent, c'est assez crédible et ça pousse à la réflexion. Alors, attention, hein, crédible, parce que ça a déjà été dit que ça pourrait exister, que ça pourrait se passer comme ça. Donc c'est pas non plus de la pure fantaisie. Il n'y a pas non plus de garantie absolue que c'est exactement comme ça que ça va se passer. Mais voilà, disons que ça nous touche plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'on a conscience qu'il y a un vrai problème.
et qu'on voit une sorte d'inaction globale en termes mondial et qu'on ne va pas forcément dans le bon sens. Mais bon, je ne vais pas partir dans ce discours. La série est là pour ça, pour peut-être éveiller les consciences. Alors justement, quand on a déjà conscience d'un enjeu environnemental, peut-être qu'on se dit oui, bon, d'accord, on sait déjà. Mais pour des gens qui sont encore un petit peu à se dire oui, non, ça va, c'est bon, il fait chaud cet été, mais c'est pas grave. Voilà. Ça peut peut-être ouvrir un peu plus l'esprit. Et voilà, j'ai trouvé que toutes les qualités étaient requises pour que ce soit intéressant, prenant au niveau de l'histoire, touchant, sans être purement moraliste non plus, parce que ça, j'aurais vraiment pas aimé non plus. Il y a un bon équilibre, Donc, je vous recommande forcément chaudement d'aller jeter un œil sur Extrapolation si vous avez un accès à Apple TV+. Bon les amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite interview, et bah on va remédier à ça immédiatement. Et comme je vous l'avais annoncé, au-delà des gens très actifs au niveau du véganisme en termes de communication, de création de contenu, j'ai vraiment envie de donner la parole aussi à des entrepreneurs, des gens qui ont du savoir-faire et qui soutiennent le véganisme d'une manière ou d'une autre. Et bah aujourd'hui, j'ai le bonheur d'interviewer Rodolphe Landemaine. Alors si sinon je vous dis rien du tout, vous allez apprendre à le connaître, parce que ça en vaut la peine. On va parler boulangerie végane. Bon Rodolphe, ça y est, on y arrive. On y arrive. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Alors, toi tu es boulanger de métier à la base, et les choses ont évolué. Exactement. Mais on va commencer déjà par la question la plus simple, la plus basique que je pose à tous mes invités. C'est depuis quand es-tu végane et pourquoi tu en es arrivé là? Alors, je suis végane depuis 2014 exactement, donc ça fait presque une dizaine d'années. Ouais. J'avais adopté un régime végétarien, mais moi j'ai grandi dans une famille végétarienne. Ah oui. Mes parents étaient végétariens. Cool. J'ai repris un régime plus ou moins omnivore quand j'ai quitté le foyer. Ah bravo. Par facilité, on va dire. Rébellion. Et très vite, en fait, quand tout s'est restabilisé, j'ai revu ces questions-là. Enfin, toutes ces questions de végétarisme sont revenues à moi. J'ai réadopté un régime végétarien et en fait, assez vite, j'ai switché vers un régime végétalien en 2014. D'accord. Je l'explique souvent, en fait, c'est quand je suis descendu dans une de mes boulangeries, j'avais vu un article de Ricard, Mathieu Ricard, sur pourquoi il était devenu végétalien. Il y avait des vidéos, il y avait des bouquins qui expliquaient sa démarche, que j'ai regardé, visionné, que j'ai lu ces livres-là, et en fait, très rapidement, j'ai adopté ce régime végétalien. J'en ai parlé à ma famille, et on a tous adopté collectivement ce régime vegan. D'accord. Et aujourd'hui, toi, tu te considères comme vegan ou végétalien? Alors moi je dis végétalien parce que c'est vrai que je suis dans un milieu de la gastronomie et en fait c'est souvent un peu plus compris et moins sclérosé que le mot vegan. Mais moi je suis vegan, en vérité je ne porte pas de produits d'origine animale, Bien sûr. etc., etc. Donc oui, on a adopté un mode de vie vegan. Bon. J'ai tendance à croire que toujours le mot végétalien soit un peu plus soft, tu sais, quand tu interagis avec des gens, surtout dans le microcosme de la gastronomie. Mais en réalité oui je suis vegan parce que ça fait un petit peu... Il y a un côté politique. Ouais, exactement. Ça fait un peu militant et ça me fait peur. Donc moi, j'aime bien être consensuel et j'utilise souvent ce mot végétalien que je trouve en plus vachement élégant. Oui, je suis d'accord. On n'est pas là pour ta vie personnelle. Que tu aies une implication en tant que vegan, c'est bien. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que tu as ouvert en 2020 une boulangerie à la base qui s'appelle Land & Monkey. Ouais. Et qui est la toute première boulangerie 100% vegan de France. Ouais, c'est ça. C'est un sacré challenge, ouais, quand même. C'était un sacré challenge et ça a répondu aux besoins, à un besoin aussi personnel, peut-être une démarche un peu égoïste, de retrouver de la gourmandise dans le végétalisme. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas, mais ayant évolué dans ce microcosme un petit peu de chef, ce que je trouvais dommage et dommageable, c'était qu'on puisse pas se régaler, qu'il n'y ait pas un peu cet esprit parfois un peu food porn, mis à part tout ce qui était burger, etc. Bien sûr. Nous, on avait fait cet audit un petit peu de toutes les initiatives véganes qu'il y avait. On ne trouvait pas de choses qui correspondaient peut-être à une frange de la gastronomie française qu'on avait oubliée, mais je pense que c'était juste des questions techniques de gens qui se mesurent à cette problématique-là. Moi, j'avais ma casquette de chef, tu vois, j'avais tout le bagage technique. Et en fin de compte, on a travaillé sur l'envie de proposer quelque chose qui soit un autre univers que ce qu'on a l'habitude de voir dans le végétal. Donc, on a travaillé plusieurs années. Et on a pris ce pari un peu fou, parce que moi je suis boulanger-pâtissier, de dire mais est-ce qu'on est capable de faire une boulangerie française 100% sans produits animaux?
Donc beaucoup de travail et je t'assure qu'au début, on ne savait pas si on allait y arriver. En fait, on a vraiment beaucoup travaillé, puis petit à petit, il y avait plein de verrous qu'on faisait sauter Bien sûr. et on s'est aperçu qu'on arrivait à avoir quelque chose qui, de près ou de loin, ça dépendra de chacun, ressemblait fortement à une boulangerie-pâtisserie standard. Et en fin de compte, les clients qui viennent chez nous, ils sont pas forcément au courant du fait que ça soit sans produits animaux à l'intérieur de cette boulangerie végane. Oui, c'est clair. De toute façon, c'est pas marqué pas une vegan en Exactement. gros, quoi, en fait. Hein. Exactement. Et puis, c'est crédible visuellement. Exactement. Donc, bon, Voilà. si tu sais pas, tu sais C'est pas. ça. Il y avait tout l'esprit en fait qu'on voulait faire coller le plus à l'identité de la boulangerie française. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est assez réussi. Pas concept, Ouais. mais tu vois vraiment dans la continuité. Oui, ouais. C'est prendre le pas sur la tradition et dans une continuité, mais une Exactement. évolution. Exactement. C'est Et un peu la séduire, philosophie. voilà, séduire. On savait que les véganes, ils allaient venir, ceux qui mangeaient comme ça allaient venir, parce que c'était une nouvelle initiative. Mais on voulait séduire vraiment le chaland local. Et Ouais. tu sais, dans une boulangerie, c'est vraiment les gens qui habitent C'est dans le utile, hein. quartier qui Ouais. viennent chez eux. Si tu les séduis pas eux, tu as un peu raté ta mission, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans la boulangerie, dans le pain, qui soit pas vegan et que les gens ne le savent pas forcément? Mais c'est tous les sous-produits d'origine animale qui sont compliqués. En fait, c'est omniprésent, que ce soit le lait, le beurre ou les œufs, c'est omniprésent dans une boulangerie-pâtisserie. Les produits en direct, viande ou poisson, ça correspond à l'offre salée. Ok, il y a des choses qu'on peut trouver pour substituer, on peut trouver des solutions sur toute la partie salée, mais en fin de compte, dans une boulangerie-pâtisserie, il n'y a presque pas de produit dans lequel il n'y a pas un produit d'origine animale ou un sous-produit d'origine animale, à part le pain. Mais justement, dans Voilà. le pain, j'ai l'impression qu'il y a quand même des pièges. Oui, il y a des pièges parce qu'il y a toute la famille des pains de mie, il y a toute la viennoiserie, où il y a parfois du lait ou des œufs, des choses comme ça. Mais de façon assez contre-intuitive, ce qui a été le plus dur à solutionner, c'est l'offre salée. Parce que quand on vient dans une boulangerie française, en fait, on trouve pléthore d'offres et à chaque fois, il y a des produits carnés dedans. Mais nous, on ne pouvait pas, Ah oui. tu vois, le fameux jambon beurre, le jambon fromage, le thon, tous ces produits-là qui sont iconiques dans les boulangeries, qui ne sont pas très chers en plus. Tu vois, tu viens te restaurer dans une boulangerie, ça va assez vite. Et en fait, on ne pouvait pas avoir une offre qui soit si éloignée avec que des sandwichs aux légumes. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions pour qu'on garde cette clientèle du midi qui viennent et qui se disent mais finalement, en fait, votre produit, il est vegan, là, ce sandwich est vegan, mais il est tout aussi goûteux. Donc là, c'était un vrai sujet et c'est contre-intuitif parce qu'on pense que c'est la pâtisserie qui va être le plus dur à craquer. Et finalement, pas tant que ça, parce que c'est de la chimie. Donc en fait, tu trouves d'autres ingrédients qui te permettent de créer des choses bonnes et goûteuses. Mais sur la partie salée, c'était un vrai travail. Ouais. Je suis assez d'accord, c'est très réussi. Hein. Ouais. Alors, j'ai pensé à un truc en venant de te voir. J'ai remarqué dans les boulangeries qu'il y avait un truc iconique quand j'étais gamin. C'était le croissant ordinaire. Ouais. Et tu avais toujours le croissant ordinaire et le croissant pur beurre qui se côtoyaient avec une forme distincte qui était généralement le croissant ordinaire qui était plus en corne rentrée et le croissant au beurre qui était plus allongé, avec une dorure ou pas. Enfin voilà, il y avait des différences. Et bon, voilà, quand j'étais gamin, il n'y avait pas de question là-dessus. On prenait plus le croissant au beurre parce que c'était plus gourmand, plus gras, machin. Mais le croissant ordinaire avait aussi son charme. Mais généralement, tu prenais même un de chaque. C'est vrai. Et j'ai remarqué avec le temps que le croissant ordinaire dans les boulangeries standards a disparu. Ouais. C'est juste fou parce que finalement, même si c'est pas forcément vegan, contrairement à ce que certains À pensent, cause de la dorure. ça peut l'être facilement pour la majorité des boulangeries. Exact. Et je me demande pourquoi il y a une disparition de ce croissant ordinaire qui fait partie des traditions, alors que il y a quand même de plus en plus de demandes sur le végétal, donc, et que c'est facile à végétaliser a priori. Il y a plein de facteurs. Le premier, comme tu l'as dit, c'est que 90% des ventes, c'était des croissants au beurre. Le deuxième, c'était qu'avant, il y avait un petit détail de prix entre le croissant au beurre et le croissant ordinaire. C'est un petit peu moins cher. Exactement. Et puis avec le temps, c'est la main-d'œuvre finalement qui est le plus importante dans le prix de revient. Donc le prix s'est lissé. Donc à prix égal, les gens vont plus vers un croissant au beurre, comme tu l'as dit, qui est un peu plus gras, un peu, tu vois, un peu plus marketé aussi. Enfin, qui est typique du fameux croissant au beurre croustillant dont on parle en France. Et le troisième facteur, c'est que tu enlèves une référence et donc tu simplifies la démarche de fabrication. C'est-à-dire qu'avant, tu devais avoir ces fameux pâtons avec une autre matière grasse. Là, tu simplifies tout. En fait, tu enlèves une référence, donc plus facile en production, une traction naturelle dans les magasins qui va plus vers le croissant au beurre parce qu'il y a plus de delta d'argent.
Et puis les gens, bon, ils sont un peu plus aisés, de génération en génération, ils sont plus aisés, ils font moins attention, ils privilégient le goût à leur porte-monnaie en fait, Ce surtout qui est compréhensible. Exactement. Donc les 10 centimes de delta qu'il y avait entre les deux croissants, ils marchent plus maintenant pour faire la différence. Ouais. Enfin, ça existe encore. Mais Ça d'ailleurs, existe encore. c'est un faux ami, parce que moi, Ouais. j'ai déjà eu des témoignages de véganes qui disaient, ah, mais en fait, dans la boulangerie que j'ai à côté de chez moi, il y a des croissants véganes, Exactement. alors que c'est Ouais. juste des croissants ordinaires, et qu'il n'y a pas de garantie que la margarine utilisée, pas de beurre, d'huile de Exactement. poisson, ce genre de Exactement. choses, et qu'il y a potentiellement une légère dorure qui est à l'œuf. Ouais, c'est pas grand-chose ça, c'est vrai, mais il y a souvent une dorure à l'œuf si on est un peu pointilleux et il faut faire attention aux margarines, il y a souvent un peu de beurre dedans. Ouais, c'est ce que je C'est dis souvent. pas significatif, mais il y en a un peu. Hein. Bah oui, mais donc c'est pas vegan. Exactement. C'est juste ordinaire. Exactement. C'est la différence. C'est ça. Donc tu confirmes ce que je pensais. Ouais. J'ai une question pour toi, qui est une interrogation personnelle, puisque donc, tu as ouvert des Ornette Monkey, maintenant il y en a plusieurs dans Paris, mais avant tout, tu as ta chaîne de boulangerie traditionnelle, Maison Landemaine. Et la question que je me suis posée, honnêtement, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas simplement switché déjà tes établissements existants vers du 100% vegan et pas ouvrir quelque chose à côté? Qu'est-ce qui a fait que tu as été obligé de garder quand même ça et faire une différence? Ouais, c'est où tu peux faire progresser la marque existante Maison Landemaine sur tout ce qui est idée du végétarisme, il n'y a pas de débat là-dessus. Sauf que la typologie de clientèle qui correspond à Maison Landemaine, elle n'a rien à voir avec Landemaine Monkey pour le moment. Donc si on faisait un switch, on prendrait un grand risque au niveau des affaires, du business, il n'y a pas de débat là-dessus, parce qu'en fait, elle colle à une identité de produit. Donc la faire progresser vers ces notions-là, pour nous, c'est plus évident que d'être radical et de tout changer. Et en fait, j'ai souvent ce discours-là et cet échange-là dans le microcosme de la gastronomie, où ils me retopent des fois en disant « Mais oui, mais tu as un réseau de boulangerie dans lequel tu utilises des sous-produits d'origine animale. » Je dis oui, mais en vérité, 95% des entreprises qui existent ont une antériorité et une histoire. Donc en fait, elles ne vont pas changer du jour au lendemain. Et souvent, le prétexte qu'elles ont, l'excuse, c'est de dire « Oui, mais nous, on fait comme ça depuis, et donc sous-entendu, je ne peux pas évoluer là-dessus. » Et en fait, c'est faux. Tu peux dire, oui, tu as cette base, mais tu peux faire évoluer ton offre avec des ruptures, avec des switches, des nouvelles références vers quelque chose qui est plus en phase avec un régime végétarien et végétalien. Et nous, c'est ce qu'on essaye de démontrer avec Maison Landemaine. C'est de dire, OK, la base, c'est une boulangerie première accessible, mais par exemple, l'offre salée pendant la période printemps-été, elle est à 70-75% veggie. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses végétariennes, il n'y a pas que des choses véganes, mais tu vois, tu peux cranter d'année en année pour amener à ce que la protéine carnée soit juste... moins un automatisme. Exactement, moins d'automatisme. Et là, de temps en temps, et pas l'inverse. Tu as l'offre végétarienne de temps en temps, normalement dans une boulangerie, et là, tu as l'offre carnée de temps en temps. Et comme ça, tu fais évoluer au fil des années, tu accompagnes ta clientèle vers une transition. D'accord. Ça, c'est la première raison. Donc des raisons business et des raisons stratégiques de faire évoluer le goût des gens. Et la deuxième, c'est que je pense que le fait que j'ai un réseau purement vegan et un autre pas, ça me permet d'être le trait d'union entre deux mondes qui ont du mal à se parler. En fait, je ne suis pas considéré comme un radical. Non, je suis considéré comme un progressiste. Et en fait, tu amènes plus les gens quand tu es considéré comme un progressiste. Et quand il y a de la radicalité, parfois, il y a de l'opposition. En fait, il y a du pushback. Toujours. Et si j'avais vendu Maison Landemaine, je pense, et qu'on va plus loin et que j'avais que l'Ornette Monkey, c'est pas impossible que dans la gastronomie, oui, mais toi, vegan, enfin, tu vois, sous-entendu, t'es de l'autre côté de la barrière, je peux pas te parler. Ouais. Mais en fait, là, je peux parler à tout le monde, tu vois, et en disant, bah oui, je porte ma casquette avec des idées qui sont fortes, mais je pense qu'on peut évoluer dans cette direction-là. Et je pense que ces discours progressistes font plus avancer la cause que les discours radicaux. Je pense que c'est surtout complémentaire, en fait. Il faut les deux discours. Exactement. Parce que d'un côté, effectivement, il faut faire preuve de modération parce que nous ne vivons pas dans un monde vegan. C'est ça. Et qu'il ne faut pas se leurrer. Et comme tu le dis, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un effet repoussoir en étant effectivement vraiment radical dans ta position, alors que il est aussi nécessaire d'avoir ce discours radical en parallèle pour les gens qui ont envie d'aller plus vite. Exactement. Et pour s'adresser à tout le monde, il faut avoir plusieurs stratégies. Il n'y en a pas une seule magique, sinon on le saurait déjà. Et je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut réussir à trouver ce point d'équilibre. C'est pas simple. Et surtout, si tu veux amener le microcosme de la gastronomie à évoluer, ils préfèrent un profil progressiste
parce que j'échange énormément avec plein de boîtes de l'agro sur ces sujets-là, Bien sûr. qui a un profil radical. Parce Mhm. qu'en fait, c'est plus audible. C'est assez bizarre, mais en fait, on est tous comme ça. On n'aime pas que les gens viennent nous imposer des pensées. En fait, cette posture de sachant, euh, elle est contre-productive. En fait, c'est plutôt poser le sujet sur la table, débattre, et peut-être que montrer qu'il y a de la cohérence à aller vers ces sujets-là. Ouais. Bah, ça fait son petit bonhomme de chemin et ça crante beaucoup plus. Bon, alors Rodolphe, revenons sur Land Monkey. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce nom? Pourquoi pas? Ah, mais c'est une très bonne réponse, merci. Non, mais en fait, Land Monkey, je voulais quelque chose qui soit en rupture un peu avec les mots qui sont toujours, qui collent à cette profession-là, Oui, tu vois. ouais. Un anglicisme parce qu'on a vocation quand même à aller ailleurs qu'en France. Mhm. Donc, il y a une notion un peu stratégique. Ouais. Et je voulais quelque chose qui soit un peu marrant, tu sais, en rupture un peu avec le pain quotidien, enfin les noms qu'on connaît par cœur. Ça interpelle quelque part, tu vois. Il y a plein de messages subliminaux qui sont trop mignons. Et la première syllabe qui est mon nom de famille, tu Bien vois, sûr, ouais. c'est une espèce de communauté, tu vois, de grands singes qu'on est tous, enfin nos origines de grands singes qui sont majoritairement végétariens. Il y avait terre et homme, il y avait plein de messages qui étaient trop mignons. Et quelque part, bon bah voilà, t'es un peu en rupture, t'es autre chose. Et c'est ce qu'on est en fait finalement, on est de la boulangerie-pâtisserie, mais on est un peu autre chose quoi. Non, mais j'aime bien le nom. Alors, nous, notre nom de code, c'est Terre et Singe. Quand on s'envoie, on se retrouve chez Terre et Singe, on met les emojis avec une terre et un singe à côté. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas une blague, on l'a. Ça, je le savais pas. Nous, notre nom de code, avec Marie, Flo non, mais c'est et Laura, on se retrouve devant Terre et Singe. Ah, mais je l'ignorais, mais c'est trop cool, ça me fait plaisir. C'est comme ça qu'on l'avait conçu en plus dans cette idée-là, quoi. Land Monkey, l'anglicisme, en fait, il est plus abstrait, donc tu as tendance à juste écouter une consonance, une sonorité, mais quand tu le mets, quand tu le translates comme ça en français, Terre et Singe, c'est très radical. J'adore. Ça me fait marrer. Ouais, j'adore. Et alors, comment est perçu le concept, justement, par les non-veg? Puisque, comme tu le disais, tu t'adresses aussi à une clientèle de quartier, donc pas forcément initiée. Ouais. Comment c'est perçu? Est-ce que tu as des retours des équipes sur des gens qui, quand ils s'aperçoivent que le sandwich au pâté, c'est pas du pur porc, mais c'est des lentilles, est-ce qu'ils font demi-tour? Est-ce que tu as vraiment des retours fait un peu positifs, où les gens disent « Ah bah finalement c'est cool », ou il y a aussi des rejets? Non, il n'y a pas de rejet, c'est ça qui a été fou. Au début, quand on avait ouvert, moi j'avais prévenu mes équipes en leur disant faites attention, on va avoir plein de gens qui nous font des bisous et plein de gens qui vont nous rejeter, qui vont pas aimer la démarche. Il n'y en a pas, c'est assez fou quoi. Ah oui. Et en fait, en prenant cette marque-là par le prisme de la gastronomie, en fait du goût, de la gourmandise, tu fédères autour d'un projet commun. En fait, si c'est bon, on n'en parle plus, il n'y a pas de débat. Et on a plutôt l'inverse de gens qui, au fil de l'eau, découvrent que cette marque est 100% végétale et qui sont agréablement surpris. Et en fait, ça déconstruit plein de choses. Tu vois, des fois, ils sont complètement perplexes quand ils découvrent qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème dans ce qu'ils ont mangé depuis des mois, qu'ils trouvent super bon. Parce que finalement, s'il y avait des a priori, bah là, il est en conflit avec ses a priori passés. Et il se dit, mais finalement, c'est bon, quoi. On voit plein de gens qui vont chercher des produits pour le faire goûter dans leur famille, notamment les jeunes qui amènent ça chez leurs parents en disant, tu vois, on peut manger vegan, on peut se régaler, tu vois. Et donc, ça fait super plaisir. Et on voit qu'il n'y a pas de problématique d'âge. C'est pas générationnel. On a de tout type de clients qui viennent à l'intérieur, parce que comme on le disait tout à l'heure, le chaland local, si c'est bon, bah finalement, il y revient. Et donc, le fait qu'on n'ait pas cette façon de concevoir cette marque-là, et qu'on la conçoit juste autour de quelque chose qui est bon, eh bien, ça fédère. Et petit à petit, ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, eh ben, ça monte petit à petit en termes de clientèle. Et c'est pas des gens qui viennent de plus loin, c'est plutôt les gens locaux qui viennent de plus en plus dans cette boulangerie-là, quoi. Ça fait plaisir. Et donc, depuis la première adresse ouverte boulevard Beaumarchais, maintenant, on compte quoi? 6 adresses dans Paris? Ouais. Et tu as pour ambition d'évoluer sur la France entière, essayer d'attaquer d'autres villes, d'autres quartiers? Ouais. Franchement, ça me tenait à cœur de montrer qu'il y avait de la profondeur de marché. Parce qu'en fait, dans toutes les initiatives autour du véganisme, elles sont souvent assez isolées. Et parfois, ça renvoie une image dans le business de l'agro, qu'il n'y a pas de profondeur de marché. Et quand on a construit cette marque-là, quand je l'ai construite, c'était vraiment pour la porter en national et en international, pour montrer qu'en fait, il y avait réellement de la profondeur de marché et un marché naissant autour du végétal.
Et donc là, on vient de faire le salon de la franchise. Mhm. On a eu beaucoup de leads entrants, beaucoup de profils super qui montrent un intérêt pour cette marque-là. Et on va ouvrir là en province. On a des ouvertures qui sont prévues cette année en province. Et C'est cool, ça. ouais, c'est super Ça va faire cool. plaisir à des gens. Exactement. On va pas dire les Pas encore. villes tout de suite, Ouais. on va garder la surprise. Et on est en pourparlers, en négociation avec des pays pour de la master franchise dans certains pays, de gens qui sont étonnés. Alors des fois c'est des puristes, mais parfois c'est des affairistes aussi qui peuvent y trouver un intérêt et qui comprennent qu'en fait il y a du futur et un marché naissant autour d'une gastronomie végétale gourmande. Donc ça laisse beaucoup de perspectives super intéressantes pour la marque. Ouais. Mhm. Donc, tu développes le concept de franchise. Exactement. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Alors, j'ai une autre question pour toi, parce que au-delà de Land Monkey et ton investissement personnel dans le véganisme, je sais aussi que tu soutiens d'autres initiatives autour du véganisme, d'entreprises véganes, de création de produits, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cet aspect très méconnu, finalement, de ton travail? Ouais. Alors, il y a plusieurs aspects. Ouais. Il y a déjà des entreprises qui me sollicitent pour être au board et échanger sur une stratégie, des choses comme ça. Des entreprises qui me sollicitent pour investir parce qu'elles veulent se développer. Oui. Donc, il y a aussi ça. C'est vrai que moi, je gravite beaucoup autour de l'écosystème d'entrepreneurs, végétal, etc. Donc, en fait, même les decks que je reçois de gens de business qui se montent sont souvent en adéquation avec ces sujets-là. C'est la transition alimentaire, la résilience, donc tout ce qui est aussi ferme, etc., résilience alimentaire des territoires. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et forcément, ça polarise, quoi. Donc, dans mon écosystème, les gens savent que je suis sensible à ces sujets-là. Donc ça, c'est une autre manière de promouvoir ces sujets de végétarisme et véganisme. C'est amender en argent ou en connaissances, en partage de connaissances. J'échange beaucoup aussi avec l'agro, les grosses industries de l'agro, où parfois j'interviens comme, pas conseiller, ça serait pompeux, mais échanger sur la stratégie d'un groupe ou des choses comme ça. Et d'être un espèce de témoin au travers de ce que nous on initie sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est le marché du véganisme, à qui on s'adresse, parce qu'ils se posent tous les mêmes questions en réalité. Est-ce que si je fais un virage stratégique pour une boîte qui fait des milliards, quand elle initie un virage stratégique, c'est sur 10-15 ans, faut pas qu'elle se trompe. Oui, oui. Et moi, ce que je vois, c'est des boîtes extraordinaires qui font justement des gros chiffres d'affaires en milliards et qui décident d'axer toute leur stratégie sur le végétal à 10-15 ans et qui amènent toutes leurs équipes de vente, toutes leurs équipes de production à prendre conscience pourquoi en fait il y a un intérêt à aller là-dedans au-delà du business. Donc c'est beau ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises avec des années qui arrivent avec des virages de gros groupes incroyables qui osent et qui font le pari du végétal. Oui, on en voit déjà les prémices. Quand tu vois des Nestlé, pour ne pas les nommer, Exactement. qui est effectivement certainement pas la boîte la plus éthique du monde, Non. loin de là. Mais au fil du temps, tu vois qu'il y a une stratégie qui se développe autour du végétal, où ils se séparent de boîtes qui font de la charcuterie. Exactement. Ils ont injecté du catalogue RK, par exemple. Exact. Ils ont investi dans énormément de boîtes qui font des laits végétaux, et puis même des simili-carnés. Enfin, il y a une tendance chez eux à aller vers ça. Donc, c'est toujours pas une boîte éthique, c'est sûr. Et moi, je crois beaucoup à un concept que j'appelle le darwinisme économique. S'adapter ou périr. Et quelque part, ces boîtes, elles veulent pas disparaître, et elles sont pas si bêtes. Donc elles voient l'avenir et elles vont vers le végétal. Donc je ne pense pas qu'elles disparaissent si elles prennent le bon tournant en l'anticipant. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Ils ignorent pas les signaux faibles, ils ont peur de laisser passer la locomotive, le train qui passe, et ils commencent à croire réellement à un marché naissant, durable et pérenne, et pas juste une mode. Donc ça change un peu de paradigme. Et puis ils voient aussi que la société en fait commence à les contraindre sur ces sujets de décarbonation, etc. Et on sait que l'assiette c'est important. Donc en fait tout ça converge en fait. Et en fait ce qui est bien aussi c'est qu'ils mettent en avant pas que des sujets business. Ils mettent vachement en avant dans leur stratégie d'une transition vers le végétal pour avoir moins d'impact, pour des raisons écologiques, pour des raisons éthiques. Bon, les raisons écologiques viennent en premier souvent, l'éthique un peu derrière. Mais en fait, il y a aussi des valeurs nobles qui sont transmises dans ce virage et pas que des valeurs de business. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront que c'est du greenwashing quand même. Mais pas tous. Je suis d'accord, je pense qu'ils ne vont pas mettre tout dans le même panier. Mais ça s'est déjà vu. Et ça se voit, bien sûr, il y en a. Mais j'ai vu, franchement, j'ai participé à des colloques de grosses sociétés qui réunissaient tous leurs cadres autour,
pendant 2-3 jours pour leur expliquer la stratégie naissante. J'étais vraiment agréablement surpris de voir ce qu'ils mettaient en avant, avec une vraie stratégie de communication pour faire prendre conscience à des centaines de personnes de pourquoi manger végétal avait un impact direct, rapide, fort sur notre impact sur sur la biosphère et les écosystèmes. Ah ouais, bon, ça on n'est pas à convaincre. Voilà. Bon, Rodolphe, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Land Monkey, parce que ça en vaut vraiment la peine. Moi, j'y suis assez fidèle hein, depuis l'ouverture. Ouais, depuis l'ouverture, je t'ai vu arriver très vite. Bah ouais, et en plus, ça n'a pas été évident. Vous avez ouvert en plein confinement, quoi. Ouais, 3 semaines avant. 3 semaines avant, quoi. Ouais. C'était le truc. Le baptême. Et je me souviens que quand on avait le droit d'aller faire des courses, machin, on faisait un détour pour venir prendre, parce que c'était un peu l'effervescence. Ouais, c'était l'effervescence. J'avais envie d'y C'était être. vraiment cool. Ah ouais, je me souviens. C'était une drôle de période. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé en fait. Cette première année de Land Monkeys, elle était vraiment jolie. Ouais, bizarre, mais finalement, vous en êtes sortis. Exactement. Et ça fait que encore plus fort. Et ça, c'est chouette. Donc bon, si vous n'avez pas eu encore l'opportunité de passer par Land Monkeys, c'est un tort. Ah, c'est pas forcément votre faute. Mais il faut y remédier si vous passez par Paris. En attendant les ouvertures province. Les ouvertures province. Pense à vous pour la province. Ben, c'est cool. Je vous avouerai que chez Land Monkeys, moi j'ai une petite faiblesse, c'est le pain au chocolat aux amandes. Voilà. C'est mon truc, Ouais, je le dis, j'avoue. Bien gras comme on aime. Mais tu sais que ça m'arrive de passer devant, de rentrer, s'il n'y a pas, je ressors, je prends rien. Je suis venu pour ça, et tiens, oh zut, je m'en vais. Ouais, il est bon, moi j'aime bien aussi. Ouais, parce que c'est le genre de truc, c'est pas forcément parce que t'as faim. Ouais, c'est ça. C'est un vice. Ouais. Bon, bah merci à toi. Merci Et Sébastien. puis, Merci pour l'interview. je te rends à ton travail parce que tu as encore beaucoup de choses à faire. Merci. Au revoir à tous. Alors, j'ai comme l'impression que mes fameuses recettes de la flemme, ça a tendance à vous plaire. Ok. Eh bien, je vais réitérer, hein, parce que oui, ça m'arrive régulièrement d'être un peu pressé. Là, je suis plus pressé qu'autre chose, que fainéant. J'ai envie de manger rapidement un truc, et généralement, j'achète souvent dans les magasins asiatiques des ramyeon, donc ces fameuses nouilles instantanées coréennes, qui sont bien épicées, avec un bouillon, avec juste la poudre qu'on mélange avec les pâtes, et en 2 minutes, c'est prêt. Ok, c'est un peu un cache-misère, ça fait pas un vrai repas. Mais ça dépanne. Sauf que ça fait un bout de temps que je ne vois plus ce que j'achète d'habitude. Les ramyeon que j'aime tant, je ne les vois pas. Donc, heureusement, je suis tombé là-dessus la dernière fois que je suis allé chez Tang. Voilà. Les Easy Cook Noodles, c'est vegan, contrairement au dessin. Hein, et ce sont en fait des pâtes instantanées, comme vous aurez dans les sachets ou dans les bols de soupe instantanée. Sauf que là, il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de sachet, il n'y a rien. Donc j'ai juste les nouilles et à moi de les cuisiner à ma manière. Et c'est exactement ce que je vous propose de voir aujourd'hui. On va faire des nouilles dans un bouillon au gochujang à base de julienne surgelée. Et puis, on verra bien. Et puis, comme l'idée, c'est de simplifier la vie, tout ira dans une seule et même casserole. Vous allez voir, j'ai ma petite idée sur la technique. Et nous y voilà les amis. Alors ça a pris réellement 6 minutes au total, hein, vraiment très rapide. Les légumes sont juste saisis, évaporés, puisque de toute façon ils seront ébouillantés. Tout dans le même pot, easy.
Voilà. Easy noodle. Alors, voyons ça. Allez, quelques petits légumes aussi. Bah, c'est bien ça, c'est bien. On a une pâte qui reste ferme. En même temps, ces pâtes, elles sont faites pour. C'est pas les meilleures pâtes du monde, mais c'est fait pour faire ça. Et donc, ça fonctionne automatiquement. Les légumes, effectivement, ils ont été d'abord saisis et après, ils ont bouilli. Donc, ils sont très tendres et ils sont gorgés entre le bouillon de simili chicken que j'ai rajouté et le gochujang qui donne toute la puissance. Le petit trait de sauce soja avec l'huile de sésame grillée, forcément, ça donne beaucoup de profondeur. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Vous avez vu, pas beaucoup d'ingrédients. Alors oui, bah oui, forcément, hein, c'est mon petit vice. C'est que il faut aller dans les supermarchés asiatiques pour trouver la majorité de ces produits au-delà de l'eau que vous devriez avoir chez vous, j'espère, et la julienne de légumes de chez Picard. Pour le reste, j'avoue, il faut avoir les bons magasins à portée de main. Mais si vous avez l'opportunité de faire des courses dans les magasins asiatiques, vous voyez que si vous avez des fonds de placard avec les bases, ça vous permet après de composer vous-même des choses extrêmement savoureuses avec un poil d'originalité et beaucoup de satisfaction. Parce que là, au moins, j'ai des vrais légumes. Et ça change, parce que dans les trucs lyophilisés, voilà, c'est surtout des pâtes et du bouillon. Là, c'est quand même plus conséquent. Et ben voilà, un journal qui s'achève. Alors enfin ou déjà, ça dépend un peu de votre point de vue. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Alors avant de vous laisser, je voulais vous rappeler, hein, pour tous ceux qui sont à Bordeaux et dans sa région, que je suis au Green Market le 10 juin, l'après-midi, pour des dédicaces. Alors ça se précise un petit peu, j'ai pas encore l'horaire, on en reparlera, mais en tout cas, je serai présent sur place avec des exemplaires de ma petite boucherie végane, nouvelle édition, et aussi le livre à la française, aussi nouvelle édition, et ce sera tout ce qu'on aura, parce que effectivement c'est toute une logistique, et déjà 2 ouvrages, voilà, fallait faire un choix, et j'ai tranché. Je me suis dit que c'était certainement ce qui est le plus intéressant pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont envie d'offrir, etc. Bref, ça n'empêchera pas que vous puissiez venir avec vos propres livres, bien sûr. Hein, s'il y en a un que vous voulez que je le dédicace, vous ramenez et je le ferai. Il n'y a pas besoin d'acheter obligatoirement sur place. Rassurez-vous. Bon, c'est bien aussi. Mais bon, vous ferez comme vous voudrez. En tout cas, passez une très bonne semaine. N'oubliez pas de me soutenir avec tout ça. Hein, c'est bien, c'est mieux. Et on se retrouve très bientôt. Pourquoi ? Pour de nouvelles aventures. Tchuss !